Les animateurs de cette balado-diffusion n'ont aucun conflit d'intérêt à déclarer en lien avec l'épisode qui suit. Bonne écoute! Bienvenue au Pharmascope. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Pharmascope. Je m'appelle Nicolas Dugré, je suis pharmacien au CIUS du Nord de l'île de Montréal. Bonjour tout le monde, je m'appelle Olivier Massé, je suis pharmacien dans le même CIUS. Salut, je m'appelle Amélie Gravel, je suis médecin de famille au GMFU Sacré-Cœur dans le même CIUS. Comment ça va? Ça va, toi aussi? Pas pire, pas pire. Madame Gravel? Oui, ben j'allais dire, nous survivons tous à nos bioterroristes d'enfants qui nous passent tous les virus du moment. Aïe, aïe, aïe. Ta première série d'épisodes, Mme Gravel, aujourd'hui? Oui, une première. Alors, nouvelle série d'épisodes, cette fois-ci, on s'attaque à l'hypothyroïdisme. Et là, j'entends peut-être des gens me dire, mais voyons, on dirait que c'est quand même étonnant qu'en 171 épisodes, on n'ait jamais parlé d'hypothyroïdie. Oui puis non. Vous réaliserez qu'il y a certains sujets qui paraissent communs, banals, simples, qu'on n'a pas abordés, comme par exemple l'hypomagnésémie ou l'hypothyroïdisme. Puis, dans les faits, c'est beaucoup parce qu'on sait la porte qu'on ouvre en s'attaquant à ces sujets-là, puis c'est des portes qui donnent mal à la tête. Là. Moi, vous le dire, vous allez voir, là, on surestime grandement des fois la qualité de la science. Hein? Ah, en effet, pour l'hypothyroïdie, clairement. Je pense d'ailleurs, Oli, t'as frappé un petit mur là, dans ta préparation pour ces épisodes, mine de rien. Là. Ben, quand même un gros mur. Disons que je m'attendais à un petit peu plus d'études randomisées, contrôlées en bonne et due forme sur des issues le moindrement cliniques, disons. Et les gens vont être déçus. Moi, tu m'avais briefé, tu m'avais dit « Amé, je pense que t'es pas prête pour un épisode sur l'hypothyroïdie. » Moi, j'avais pas eu cette chance-là. Aïe, aïe, aïe. C'est vraiment un sujet... Vous allez voir. Vous allez voir. Fait que, partons ça sans plus tarder. Amé, veux-tu commencer avec classique topo plus généralité? Oui, un petit peu de médicus. Donc, qu'est-ce que c'est l'hypothyroïdie? Ça survient quand on a une production qui est insuffisante d'hormones thyroïdiennes, soit parce que la thyroïde en produit pas assez, ou soit parce que la stimulation par l'axe hypothalamo-hypophysaire est inadéquate. Donc, l'hypothyroïdie, pour faire un petit rappel, là, il y a l'hypothalamus qui va sécréter de la TRH, qui va stimuler l'hypophyse pour stimuler de la TSH. Et cette TSH-là va stimuler la thyroïde à sécréter de la T3 et de la T4. Puis, il y a un axe, en fait, de rétroaction inhibitrice qui va aller dire, ben, j'ai assez d'hormones thyroïdiennes, donc on peut arrêter de produire de la TRH, donc de la TSH, et etc., etc. Et tout ça tient là, donc sur un bel équilibre là, qui s'autorégule. La plupart du temps, oui. Bon. Exact. L'hypothyroïdie, c'est quand même quelque chose qui est fréquent, hein, environ 2% au Canada là, des gens, plus souvent chez les femmes. Au niveau des étiologies, ben, il faut faire la distinction entre les hypothyroïdies primaires, qui sont le cas dans 90% du temps, et les causes secondaires. Donc, l'hypothyroïdie primaire, la cause la plus fréquente, c'est la cause auto-immune qu'on appelle la thyroïdite d'Hashimoto. Donc, ça représente 85% des cas primaires. Généralement, c'est une maladie qui s'installe là, vers entre l'âge de 30 et 50 ans. On a aussi d'autres causes d'hypothyroïdie primaire où donc la glande fonctionne pas. Donc, soit après une ablation chirurgicale ou après un iode radioactif quelqu'un pourrait avoir eu pour un Graves, par exemple. Ça peut être aussi d'une cause médicamenteuse. Donc, les plus connus là, sont probablement le lithium, l'iode, l'amiodarone, mais également d'autres médicaments plus rares là, comme les interleukines, les interférons ou de l'immunothérapie. Ça peut être également la phase hypothyroïdienne d'une thyroïdite, donc que ce soit une thyroïdite d'Hashimoto, une thyroïdite de Kervin, postpartum, etc. Ça peut être également dû à un déficit sévère en iode, parce qu'on sait que l'iode est nécessaire à la synthèse des hormones thyroïdiennes. C'est une cause qui est rare au Canada, aux États-Unis, parce qu'on sait que le sel de table est iodé. Mais par contre, ça reste la cause d'hypothyroïdie primaire la plus fréquente dans le reste du monde. Puis bon, finalement, dans les causes plus rares d'hypothyroïdie primaire, on a les maladies infiltratives comme l'amyloïdose, la sarcoïdose, l'hémochromatose, des intoxications au cyanure, bref, des choses qui sont très rares.
Ensuite, dans les causes d'hypothyroïdie secondaire, à ce moment-là, c'est vraiment une problématique au niveau central, au niveau de notre axe hypothalamo-hypophysaire. Puis ce qu'on va avoir plus comme cause, ça va être soit des tumeurs, des adénomes, des maladies infiltratives ou même des syndromes de Sheehan qui sont un arrêt là, de fonctionnement de l'hypophyse secondaire à une hémorragie postpartum. Donc voilà. On s'en sortira pas, hein, de toi qui dis des affaires trop compliquées pour nous autres? Ça va-tu durer comme ça encore pendant longtemps? Ou... Parce que là, à un moment donné, on a l'air un peu niaiseux. Parce que moi, en ce moment, la seule chose intelligente, non. En fait, la seule chose, point, que je pourrais dire, c'est que, c'est bon, comme on a de l'iode dans le sel, donc la cause la plus fréquente chez nous, c'est la thyroïdite d'Hashimoto. Oui. Charmant, M. Hashimoto. Il portait la moustache avec grâce. Des photos disponibles en ligne de cet homme-là? La rouette. Il a découvert ça en 1912. Ça a l'air d'être sur Wikipédia en ce moment, Nico. Ben moi, c'est ma seule source d'information, vous savez. Mais ça semble peu pertinent comme information, mais en fait, ça s'en vient quelque part, tout ça, là. Parce que le fait que ça a été découvert il y a si longtemps explique en partie pourquoi la science est si inexistante. Ah, tout est dans tout. Je te dis. Moi, la seule décision intelligente que j'ai prise en ce moment, c'est de garder le silence sur les étiologies d'hypothyroïdie. Bien joué. Donc, on continue. Qu'est-ce que ça fait l'hypothyroïdie? En fait, ça fait à peu près tout et n'importe quoi comme manifestation clinique. C'est en gros le témoin d'un ralentissement du métabolisme basal. Donc, les symptômes les plus fréquents, c'est de l'intolérance au froid, de la fatigue, de la peau sèche, du gain de poids, de la constipation, des ralentissements psychomoteurs. Puis après ça, il y a plein de choses un peu moins fréquentes comme des myalgies, des arthralgies, des crampes, des cheveux qui cassent, une perte de libido, de la voix rauque, etc. Mon préféré, la perte de sourcils, quand même, j'aimerais qu'on le mentionne. Oui. Non négligeable, effectivement, dans la liste. Puis après ça, dans les signes, on va observer cliniquement, parfois des hypertensions diastoliques, de la dyslipidémie. Les gens vont avoir des réflexes ostéotendineux qui vont avoir une phase de relaxation plus lente. On peut avoir de la bradycardie, des troubles au niveau menstruel, donc de l'oligoménorrhée, parfois de l'infertilité. Les gens peuvent avoir des tunnels carpiens, des troubles cognitifs, on peut noter des goitres. Donc, vraiment une panoplie de choses. Et dans le fond, ce qu'on veut surtout pas manquer, c'est la forme la plus sévère d'hypothyroïdie, qui est en fait le myxédème. Généralement, ça va se développer après plusieurs années d'hypothyroïdie qui n'aura pas été traitée. On peut aussi avoir des gens qui vont se présenter un peu en forme de choc, avec l'hypothermie, une dépression respiratoire, puis même évoluer vers un coma myxédème, qui peut jusqu'à, dépendamment des études, mener au décès entre 7 et 30% là, des gens qui sont en coma myxédème. Donc, on peut mourir en 2026. On peut mourir en 2026 d'une hypothyroïdie non traitée. Ben, mettons, c'est ça, on est un peu nonchalant. Oui, c'est ça. Pas mal nonchalant. Mais on en comprend qu'à une autre époque, c'était quand même quelque chose de sérieux, de grave, puis qui tuait du monde, là, finalement. Oui. Donc, vous comprendrez, comme les signes et les symptômes incluent à peu près tout, c'est non spécifique. Puis le diagnostic repose surtout sur les niveaux sanguins de TSH et de thyroxine, donc de T4 libre. C'est clairement, c'est un diagnostic pas mal uniquement biochimique au final, là, soyons clairs. Là. Oui. On s'entend que les gens se présentent souvent dans nos bureaux avec des histoires de fatigue, d'intolérance au froid et tout ça, et de gain de poids. Et très rarement, c'est pas le problème, la TSH. Donc, c'est la preuve un peu que c'est non spécifique, là. Donc, c'est purement un dosage biochimique qui nous permet de poser un diagnostic. Parfait. Fait que là, j'imagine qu'on devrait faire des dosages de ça à tout le monde sans arrêt. Oui, en fait, les recommandations actuelles sont que non, on ne devrait pas faire un dépistage à tout le monde. Il y a le groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs qui a émis en 2019 une recommandation forte contre le dépistage de l'hypothyroïdie chez les adultes asymptomatiques, qui est en fait basée sur des données probantes de faible certitude. Ben, tu sais, hein, tu sais ce que ça donne souvent, chercher des problèmes chez les gens qui n'en ont pas, là. D'autres problèmes. Mm-hmm. Tout à fait. En même temps, tu sais, tu as énuméré la liste, puis elle n'est même pas exhaustive là, de signes et symptômes possibles de l'hypothyroïdie avec un paquet d'affaires que, tu sais, à un moment donné, à peu près
tous les adultes doivent finir par se retrouver dans quelque chose de là-dedans s'ils cherchent un peu. Là. Fait que on se ramasse quand même avec pas mal de gens probablement qui se ramassent avec un bilan d'hypothyroïdie possible, là, quelque Oui, part dans ben, leur âge adulte. en clinique, c'est quand même un test qu'on fait assez fréquemment parce qu'on s'entend que la plainte de fatigue ou de poids, ou tu sais, c'est des choses qu'on voit fréquemment. Donc oui, je pense que c'est correct de l'inclure dans le bilan, mais c'est sur purement de l'asymptomatique. Officiellement, la recommandation, c'est qu'on ne devrait pas tester. Parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait si on suspecte notre hypothyroïdie? Ben, la première chose à faire, c'est un dosage de TSH et de compléter le bilan uniquement si la TSH est anormale. Donc, on ne devrait pas d'emblée là, faire un gros panel de bilan thyroïdien autre qu'une TSH. Donc, si notre TSH est anormal, la plupart des labos vont d'emblée procéder au dosage de la T4 libre. Donc, c'est souvent quelque chose qu'on va avoir sur notre résultat de labo. La T3 ne devrait pas être dosée de routine pour le diagnostic d'hypothyroïdie. Puis la T4 libre doit être demandée d'emblée si on suspecte un cas d'hypothyroïdie secondaire, parce qu'en fait, la TSH à ce moment-là ne sera pas fiable, sachant qu'on pense que la problématique vient d'une cause centrale. Donc, Ce qui fait plein de sens. Parce que c'est des tests réflexes, en fait. Là. Donc, le labo est préprogrammé pour enclencher les tests subséquents en fonction des tests anormaux. Là. Oui, mais c'est que si vous suspectez une cause secondaire et que votre TSH revient normal, si vous n'avez pas demandé la T4 libre, elle ne sera pas dosée en test réflexe. Donc, il faut d'emblée la demander en la spécifiant sur le laboratoire comme quoi vous la voulez, même si la TSH est normale. Parfait. Ensuite, ben là, on a différents scénarios possibles. Si on a une TSH qui est augmentée avec une T4 libre normale, on parle généralement d'une hypothyroïdie subclinique. On peut, après ça, avoir une TSH augmentée, une T4 libre diminuée. C'est là qu'on a notre diagnostic d'hypothyroïdie primaire. On peut avoir une TSH normale ou abaissée avec une T4 libre diminuée. C'est là qu'on est plus face à une hypothyroïdie secondaire. Mais c'est là aussi cette catégorie-là inclut aussi certaines causes médicamenteuses là, où la TSH serait normale, comme avec les anticonvulsivants ou la rifampicine. Donc, c'est pas mal ça pour l'interprétation des tests. Après ça, il y a quand même le concept de tester les anticorps aussi, non? Oui, ben dans le fond, oui, les anti-TPO permettent d'orienter vers une cause plus auto-immune, mais c'est pas recommandé de le faire d'emblée dans le diagnostic d'hypothyroïdie. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a plusieurs sociétés savantes qui recommandent de les doser chez les patients qui ont une hypothyroïdie subclinique pour voir c'est quoi le risque d'évoluer vers une hypothyroïdie clinique, puis à ce moment-là, pouvoir envisager ou non un traitement. Puis l'autre affaire, c'est qu'on n'a pas d'indication non plus de retester ou de tester de manière sérieux les anti-TPO chez un patient qui aurait déjà eu là, des anti-TPO positifs. Donc, une fois qu'on a notre test positif à vie, on peut considérer que c'était positif. Bref. Mais mettons, là, le patient qui a un cas clair d'hypothyroïdie clinique primaire, là, est-ce qu'il y a vraiment un bénéfice d'aller tester les anticorps? Si tu as une hypothyroïdie, donc avec une TSH augmentée et une T4 libre diminuée, non. OK. C'est vraiment dans les hypothyroïdies subcliniques OK. que c'est recommandé. Puis encore là, ben, c'est dépendamment des sociétés savantes, c'est pas toujours clair le consensus, là, que ça devrait absolument être fait. Dans les autres manifestations biochimiques qu'on peut avoir, il y a de l'anémie macro ou normocytaire, de l'hypercholestérolémie, une hyponatrémie sur SIADH ou une élévation des enzymes hépatiques. Mais juste clarifier quand même, Amé, fait que dans le fond, au final, c'est pas tant qu'on va rechercher ces affaires-là chez quelqu'un chez qui on a un dépistage positif d'hypothyroïdie, mais plutôt qu'on pourrait vouloir chercher une hypothyroïdie chez des patients qui ont ces affaires-là. Oui, ben, exactement. L'autre affaire, c'est que chez un patient à qui on demanderait un bilan de base, parce que quelqu'un qui vient nous voir parce qu'il est fatigué, ben, on va avoir une formule sanguine complète, on va avoir une créate des électrolytes, donc on pourrait trouver ces manifestations biochimiques-là, mais elles ne sont pas à rechercher systématiquement. Parfait. Petit point sur l'échographie de la thyroïde de routine. Si jamais on a un bilan qui est perturbé, c'est pas indiqué de faire une échographie de thyroïde. On va la faire uniquement si on a une anomalie qui est palpable à l'examen de la thyroïde. Puis encore là, ce n'est pas nécessairement recommandé de faire des examens de thyroïde à tout le monde non plus. Donc,
garder l'échographie de la thyroïde s'il y a des anomalies palpables, mais pour le diagnostic ou le suivi, ça ne fait pas partie du bilan de l'hypothyroïdie. Voilà. Excellent. Fait que si j'essaie de résumer ça là, dans des mots que je comprends, mettons. Là. Au final, on ne fait pas de dépistage universel de la TSH. Par contre, chez tout patient qui présente finalement à peu près n'importe quel symptôme existant possible, on pourrait le considérer. Là. Je niaise, vous comprenez ce que je veux dire, là, mais que n'importe quel des symptômes quand même très peu spécifiques, potentiellement liés à une hypothyroïdie. Si on trouve quelque chose, ben, l'étiologie la plus commune sur l'ensemble de la planète Terre, c'est une déficience en iode, mais comme ici, on met de l'iode dans le sel de table, pas les autres. Généralement, ça ne devrait pas être un enjeu, fait qu'on fait plus face typiquement à une thyroïdite d'Hashimoto. Voilà. Puis, ben, on ne prend pas grand-chose à chercher, à bilanter, à investiguer davantage chez la plupart des patients, à moins d'avoir des indices de quelque chose. Exact. OK. Excellent. Très bon C'est pas résumé, Nico. C'est pas compliqué, finalement, l'hypothyroïdie. Je comprends pas pourquoi on était autant pessimiste en début d'épisode. Ah, parce que c'est là que la c'est là porte que ça se compliquée casse. apparaît. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on fait maintenant face à un trouble de thyroïde? C'est là que ça se corse. C'est une vieille science. Hein? On a parlé de M. Hashimoto qui a découvert là, la maladie d'Hashimoto en 1912. Les maladies de thyroïde, visiblement, ont été découvertes il y a bien longtemps. Quand tu cherches dans PubMed, tu peux te rendre quand même assez loin parfois. Puis j'ai trouvé une étude qui rapportait que dans les années 1800, oui, j'ai bien dit les années 1800, apparemment, il y a certaines personnes sur la Terre qui avaient une pratique de transplantation de thyroïde chez l'être humain. Puis mettons, le taux de mortalité de ces interventions-là, c'était quoi? Ben, du peu d'informations que j'ai pu trouver, il y avait une certaine controverse là, quand même Ok. sur la dite pratique. Mais j'avoue que je pensais pas. Vous me direz que je ignore, mais je pensais pas que dans les années 1800, c'était un concept même considéré de greffer des affaires à des êtres humains. Moi, ça m'a impressionné. Oui, quand même. Mais il y a toutes sortes de choses louches là, qui se sont faites dans les années 1800, là, mais ça ne veut pas dire que c'était nécessairement des bonnes choses. Ouais, Ça, c'est un autre point valide. Là. Absolument. Fait que bref, OK, alors reprenons ça de la base. Là. Fait qu'en gros, on a un patient avec des symptômes compatibles possibles d'hypothyroïdie, on fait un bilan. Les scénarios qui peuvent se présenter à nous. Bon, le scénario facile, j'imagine, un bilan normal. Mais même là, il y a des gens qui ont essayé de donner une supplémentation en T4. Hein, fait qu'on va parler des autres formulations tantôt rapido, mais on s'entend, là, la très, 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 très grande majorité de nos patients avec une hypothyroïdie reçoivent de la lévothyroxine, donc de la T4, mieux connue sous le nom commercial parfois de Synthroid. Fait que il y a des gens qui ont essayé ça, même chez des gens avec des bilans normaux, mais avec des symptômes possibles d'hypothyroïdie. Fait qu'ils ont randomisé, là, il y a une quinzaine d'années, dans le BMJ quand même, une étude randomisée contrôlée d'un incroyable 25 êtres humains qui a fait le BMJ. Wow. On a raté notre chance là-dessus, Olivier. Quand même. Hein? Fait que, puis en plus, c'était pas des patients durs à trouver, là, c'était des patients avec des symptômes possibles d'hypothyroïdie sans hypothyroïdie biochimique. Hein? Ouais. Fait qu'ils ont randomisé de la lévothyroxine 100 microgrammes une fois par jour à un placebo. Puis ça n'a rien changé. Fait que ça, c'est le scénario 1. Le scénario 2, recevoir une TSH augmentée, mais une T4 normale, parce que ça enclenche le test réflexe, comme on l'a dit, puis une T4 normale, c'est donc de l'hypothyroïdie qu'on appelle subclinique. On va y revenir tout à l'heure. Puis finalement, le scénario 3, ben, la TSH augmentée et une T4 diminuée, on fait face à une classique hypothyroïdie clinique. Puis là, ben, on rentre dans notre traitement typique. Fait qu'un petit mot, premièrement, avant de rentrer sur les pilules, sur les tests. Puis ça, c'est une porte difficile à gérer, je dirais, en cas d'hypothyroïdie, parce que la TSH, ça bouge beaucoup. C'est pas une affaire très, très stable. Il y a une question classique, là, je ne sais pas, Amé, si dans le monde de la médecine, elle existe, mais dans le monde de la pharmacie, une question classique, c'est quelle est la demi-vie de la TSH? Parce que beaucoup d'étudiants en pharmacie vont répondre autour d'une semaine. Parce que là, ils se disent, si on fait un contrôle de TSH après avoir débuté ou ajusté de la lévothyroxine, on conseille de le faire 4, 6, 8 semaines plus tard. Fait que ça doit être à peu près une semaine, mais non.
La TSH, ça réagit très, 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 très vite. Ça a une demi-vie très courte. C'est la lévothyroxine qui a une demi-vie d'à peu près une semaine et donc qui nécessite d'attendre avant de faire des tests de TSH. Mais la TSH, ça se promène. Ça se promène même juste dans une journée. Fait qu'il y a un cycle circadien de la TSH avec une valeur qui a tendance à être plus haute la nuit, plus basse le jour, notamment en fin d'après-midi. Là. Ça, c'est le seuil. Il y a même une certaine variabilité saisonnière, genre vitamine D, là, quelque chose. Fait que le moment de la journée, le moment de l'année, déjà vont faire varier le truc. Ton état de santé, fait que c'est quelque chose qui va réagir à plein d'états aigus. Fait que, par exemple, des TSH faites dans un contexte de maladie aiguë active, pas évident à interpréter. Après ça, il y a l'erreur sur la machine en plus, hein, comme n'importe quelle machine, il y a une certaine incertitude. Fait que, bref, un paquet d'affaires qui peuvent influencer un résultat de TSH. On parle là, au final, d'une variabilité combinée, là, quand on inclut la variabilité biologique, l'imprécision sur la machine, puis tout ça, autour de 40 à 50 %. Ce qui est énorme, là, parce que, mettons, si tu reçois une valeur de 3, une valeur assez typique de TSH, ben, pour obtenir une valeur subséquente que tu jugerais cliniquement significative, ben, il faudrait qu'elle soit inférieure à genre 1,5 ou supérieure à 4,5. Oui. Donc, l'incertitude est quand même très élevée là, autour de notre valeur de TSH qu'on mesure. Exact. Fait que là, ça amène plein de difficultés. Dans les ajustements, on y reviendra, mais même sur le côté plus diagnostic, il y a des études d'ailleurs, des données observationnelles qui ont testé pour le fun. Si on prend des gens avec une valeur de TSH là, dite anormale, puis qu'on fait juste la contrôler une couple de mois plus tard, ben vous ne serez pas étonné d'apprendre qu'il y en a une méchante gang là-dedans qui se normalise sans qu'on fasse rien. Là. Certaines études montrent des taux de résolution. C'est pas de la résolution, dans le fond, là, parce que c'est juste que tu pognes un autre moment dans la variabilité du test, mais chez près de la moitié des gens. Puis là, évidemment, on s'entend. Là. Hypothyroïdie, c'est un spectre très large, fait que tout TSH au-dessus du range normal, mais jusqu'à des valeurs de fou, là, sont incluses là-dedans. Fait qu'on imagine qu'un patient avec une TSH à 90 prend peu de chance de subir une résolution spontanée. Mais pour des patients avec des valeurs plus proches des valeurs normales, là, c'est pas une valeur qui est très, très, très précise d'aucune façon. Fait que ça nous amène à c'est quoi d'ailleurs une valeur normale? Et là, une autre porte compliquée qui s'ouvre. La première, c'est l'imprécision. La deuxième, c'est même si c'était bien précis, on n'est pas trop sûr de c'est précis par rapport à quoi. Fait que comment on détermine ça, l'écart normal de TSH? C'est la bonne vieille méthode de la distribution normale. Hein? Fait qu'on voit ça avec d'autres valeurs de laboratoire, comme l'hémoglobine pour l'anémie, par exemple. Fait qu'on prend des gens, généralement des gens relativement jeunes et en santé. On mesure leur TSH, on les met sur une courbe, ça nous donne une belle grosse cloche, puis on dit aux êtres humains, ben, si vous êtes loin du milieu, typiquement si vous vous tenez dans le 2,5 premier percentile ou le 97,5 et plus dernier percentile, ben, vous êtes considéré comme anormal. Et dans ce cas-ci, donc, malade. Puis on peut quand même se questionner sur la valeur de cette idée-là. Là. À quel point on confirme que tu es malade parce que tu situes au bout d'une cloche? Je ne sais pas trop. Mais surtout quand la présentation clinique comporte des signes et symptômes très peu spécifiques. Absolument. Ça ajoute à la complexité de la chose. Là. Fait que ça pourrait être une troisième porte. Il y a aussi une quatrième porte, ma carré. Il y a une corrélation imparfaite entre la valeur de TSH et la valeur de T4. Parce qu'au final, on s'entend là, sur le corps humain, ta valeur de TSH, pas sûr qu'elle nous intéresse tant que ça, là, seule. Au final, c'est tes niveaux de T4, de T3 qui jouent un rôle actif là, dans le fonctionnement de tout ça. Fait que il y a une variabilité, clairement, quand on regarde, c'est pas une valeur de TSH X égale une valeur de T4 Y. Fait qu'il y a une variabilité d'une personne à l'autre, clairement. On ne m'a pas de vous expliquer le pourquoi du comment. Il y a visiblement des gens qui ont des valeurs de TSH plus faibles ou plus hautes, puis qui vont arriver avec des T4 normales et vice-versa. Là. Fait que c'est beaucoup de portes là, d'incertitude puis de complexité juste là. Puis j'ai pas beaucoup de solutions à vous proposer. Je pense quand même que ce que ça nous rappelle, c'est que, bon, de un, dans des valeurs plus nuancé, c'est probablement pas une mauvaise idée de confirmer des tests. Peut-être pas demain, peut-être
dans un certain temps, là, en fonction de la présentation clinique puis tout ça. Euh, Dans les ajustements, tu sais, on va parler des doses d'affaires-là dans quelques instants, mais dans les ajustements aussi, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui surréagissent à des fluctuations de TSH. Je veux dire, pensons-y, là, tu sais, typiquement, là, un patient qui est déjà stabilisé sous lévothyroxine, on va faire une TSH quoi, une fois par année, mettons? Mhm. Ben, pendant quelle heure, de quelle journée, de quelle saison tu as décidé de faire ta TSH cette année-là? Ça se peut que ça bouge. Ça ne nécessite pas donc nécessairement un ajustement de ta dose de pilule. C'est peut-être juste la variation attendue, puis ben, faisons rien avec ça. Fait que je pense que c'est important quand même de retenir l'incertitude très grande autour des valeurs de TSH, puis toutes les affaires qui peuvent l'influencer. Puis on pourra mettre en fait le lien vers un outil du BMJ là, à la base qui montre ça, l'incertitude de plusieurs tests de laboratoire. Là. Il y a notamment la TSH, donc ça peut aider dans le calculateur à mettre 2 valeurs de TSH pour voir si on est un peu dans l'incertitude de la première valeur. Là. On pourra le mettre dans Oui, absolument. l'épisode. Your lab results may vary, outil fait par notamment James McCormick, un collègue et ami de l'Ouest canadien, pharmacien. Fait que oui, on pourra mettre ça. On en a déjà parlé, je pense, dans d'autres épisodes pour d'autres tests, là, mais outil super simple, super pratique pour voir si les variations sont cliniquement significatives. Puis là, il y a une nouvelle porte suite à ça. Parce qu'évidemment, au-delà du bilan puis de l'acceptation là, qu'on a un patient anormal et donc malade devant nous, il faut quand même qu'on réussisse à démontrer qu'il y a un bénéfice, un bienfait à le traiter, n'est-ce pas? Parce que c'est certainement pas au pharmascope qu'on va accepter sur la base de données observationnelles entre des valeurs de laboratoire puis des issues cliniques, que donc, de facto, si tu changes les valeurs de laboratoire, tu changes le devenir des patients. Là. Ça serait clairement pas notre genre. Non, donc là, tu vas nous apprendre qu'il y a une revue systématique de 28 études randomisées contrôlées. Exact, qui ont démontré clairement que de traiter avec la lévothyroxine et de normaliser des bilans de TSH change le devenir des êtres humains. Ah, Bien sûr. ah, 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 ah. Je m'en étouffe. Fait que non, il y a pas ça. Il y a pas ça, il y a pas ça. Puis j'imagine que la raison, c'est beaucoup justement l'histoire derrière ça, parce que, tu sais, puis là, je spécule quand même sur des affaires ici, puis je n'étais pas là, puis la littérature dans ce temps-là, visiblement, s'est perdue beaucoup. Elle n'a pas fait de PubMed, là, sur toute la ligne. Fait que, clairement, il y a eu une époque lointaine, notamment dans les années 1800, où on a commencé à comprendre plein d'affaires sur la thyroïde, puis les maladies, puis ci, puis ça. Puis je pense que tu l'as dit, Aimé, tantôt, on se ramassait probablement beaucoup plus souvent avec des patients avec des maladies graves, qui pouvaient même mener au décès, puis on a commencé des traitements. Puis, on dirait que j'ai l'impression que ça a été probablement un peu comme l'insuline. Il y a quand même des domaines dans la vie pour lesquels, au-delà de la date où ça a été découvert, c'est probablement pas nécessaire de faire des essais randomisés contrôlés contre placebo. Je pense qu'il y a des domaines comme ça où le devenir des patients était changé de façon tellement drastique et de façon tellement contraire à l'évolution naturelle de la situation que tu peux dire, OK, mon truc, il fonctionne, là. Fait que j'ai l'impression qu'on roule depuis très, 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 très longtemps sur ce concept-là. Tu sais, la lévothyroxine, ça fait des décennies et des décennies là, que ça existe déjà. Là, les premières formulations, là, on utilisait des extraits de thyroïde animale, puis des affaires de même. Fait que, ouais, non, tu sais, j'ai trouvé, mettons, là, puis il y en a sûrement d'autres, là, mais j'ai arrêté de chercher, puis je voyais bien que je m'en allais nulle part, là, une revue systématique de 2020, d'essais randomisés, contrôlés, juste sur le traitement de l'hypothyroïdie classique, puis il n'y a aucune étude digne de ce nom. Fait que je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de bénéfice ou de bienfait à espérer de traiter une hypothyroïdie clinique avec de la lévothyroxine. C'est juste que je peux pas vous en dire beaucoup. Puis là, ben, vous devinerez que ça rajoute la porte de la cible de traitement. Parce que si, à la base, il n'y a pas d'études, vous devinerez qu'il y a encore bien moins d'études qui viennent comparer des cibles de traitement. Puis là, si on suit ce qu'on jase depuis 5 minutes, ben, même si tu faisais une étude randomisée, contrôlée, où tu disais, hey, là, je vais le faire, là, je vais faire la job, moi. Je vais prendre des gens avec une hypothyroïdie, puis je vais les randomiser, par exemple, un groupe où je vais atteindre une TSH entre, je sais-tu, là, 1.5 puis 2.5. Je vais faire un groupe entre 2.5 puis 3.5, puis un groupe entre 3.5 puis 4.5, puis je vais regarder leur devenir clinique. Ben, juste avec toute la partie de variabilité énorme de TSH, tu te lances probablement un défi difficile à surmonter.
Fait que je pense pas qu'on va résoudre cette science-là. Je pense pas qu'on peut espérer une science plus claire, plus solide sur quels sont les bénéfices précis, puis l'ampleur de ces bénéfices-là de donner de la lévothyroxine à un patient hypothyroïdien, puis quels sont les bénéfices attendus de cibler telle ou telle valeur de TSH. Fait qu'en gros, typiquement, ce qu'on recommande, c'est quoi? C'est de ramener la valeur de TSH dans l'écart dit normal, puis on se rappelle que l'écart dit normal est déterminé comment? Ben, tu prends un paquet de monde ordinaire, tu as mesuré leur TSH, tu as distribué ça sur une courbe en forme de cloche, puis voilà. Tout ça ne tient que par très peu au final, là, comme vous pouvez le voir. C'est quand même fou qu'en 2026, on en soit rendu là, tu sais, dans le sens où je comprends que c'est une vieille science, mais ça serait tellement simple de faire, tu sais, chez des patients qui sont très peu symptomatiques, de faire une étude randomisée contrôlée de lévothyroxine contre placebo, là. Chez des patients avec hypothyroïdie, ça serait pas si compliqué que ça, là. C'est quand même très courant. Je suis d'accord, mais je pense pas que ça va arriver. Non, en effet. Fait que, ouais, ça c'est tout ça est une des bonnes raisons pourquoi on avait repoussé l'épisode dit depuis toutes ces années. Mais bon, c'est correct. Acceptons ça. Travaillons avec cette science-là. Ça nous amènerait maintenant, Ali, à OK, on pose un diagnostic d'hypothyroïdie clinique. Comment on part un traitement puis on ajuste celui-ci avec un patient devant nous? Oui. Donc, premier point, ben, on prescrit évidemment la lévothyroxine. Hein? Je suis sûr que tu nous le disais déjà, Nico. Sur la dose de départ, ben, il faut généralement l'individualiser. C'est-à-dire que chez des adultes de moins de 65 ans, sans maladie cardiaque, sans enjeu d'arythmie, de fibrillation auriculaire, la dose initiale peut s'ajuster au poids. On parle généralement dans la littérature de 1,5 à 1,8 microgrammes par kilo comme dose initiale chez la plupart de nos patients. En même temps, on est quand même, je pense, un peu. Je sais pas si c'est chicken le bon mot, là, mais j'ai l'impression qu'en pratique, on se limite notamment chez les personnes plus lourdes. Parce qu'à un moment donné, je veux pas si tu suis vraiment cette formule mathématique-là, c'est un patient, tu sais, ça nous arrive, là, t'en as eu des cas, toi aussi, Amé, puis Oli, j'imagine, là, j'ai une question que j'ai une fois de temps en temps en clinique, là. Ouais, là, j'ai vu, là, la dose de lévothyroxine, c'est 1,6 microgrammes par kilo. Là, mon patient, il pèse 110 kilos, fait que j'y donne dessus 175. Puis, bon, vous devinerez, là, on n'a pas une grosse science sur tout ça, là. Mais on dirait que je suis comme, ça fait beaucoup de microgrammes de lévothyroxine pour débuter. Puis il y a même des gens qui ont quand même travaillé fort, là, puis qui ont développé des calculateurs adaptés à l'IMC. Parce que clairement, il semble avoir une corrélation plus claire entre la masse maigre d'un patient puis son poids au final. Fait que chez les patients en surpoids, les patients obèses, probablement que c'est prudent de commencer à une dose un petit peu plus mollo. Mais c'est ça, tu sais, la science là-dessus, là, j'ai trouvé, je sais pas toi, Ali, moi j'ai trouvé une étude randomisée contrôlée là, de 2005 qui a testé quelque chose de ma foi incroyable. Ils ont pris 50 adultes avec une hypothyroïdie clinique, puis ils ont randomisé à soit leur donner la pleine dose d'emblée ou partir à 25 microgrammes puis ajuster avec des TSH. Et devinez quoi? Ils ont atteint plus vite la cible de TSH avec la pleine dose d'emblée. Oui, coup de théâtre. Hein? Ça fait du sens. Qui l'eût cru? Fait que, tu sais, je pense qu'en pratique, quand même, il y a plein de réponses possibles à la dose de départ, là. Même chez un adulte en santé, là, je pense pas que personne devrait se sentir mal de pas nécessairement partir d'emblée la pleine dose, vu la science un peu floue autour de tout ça. Ça nous rappelle, par contre, que chez un adulte qui a très peu de comorbidité, débuter une petite dose d'emblée, ben, ça va impliquer des ajustements, par contre. Ah oui, puis ça va impliquer des prises de sang, puis de la perte de temps, de la perte d'argent, de la perte de ressources, puis ça, ben, on n'aime pas ça. Non, généralement, non. Puis tu sais, la réalité, c'est basé encore là sur pas grand science, ce que je vais dire, mais un patient qui est en hypothyroïdie, qui est peu symptomatique, d'y aller plus lentement versus d'aller avec une dose de 175 microgrammes, puis que là, tu le mets en hyperthyroïdie, puis qu'il se met à être symptomatique de son hyperthyroïdie, tu y rends pas forcément service. Non, puis t'amènes un point intéressant aussi, là, on ne l'a pas mentionné, mais au-delà du poids, il semble avoir une certaine corrélation aussi avec l'intensité de l'hypothyroïdie, fait que notamment avec le niveau de TSH. Oui. Fait qu'un patient avec une TSH que tu décides de traiter, mettons qu'il y a une TSH à 11 versus un patient qui a une TSH à 82, ça pourrait motiver là, un traitement un peu plus agressif d'emblée, certainement. Clairement. OK. Il y a quand même, tu disais tantôt, là, patients jeunes, sans maladie cardiovasculaire, c'est des populations, on le sait, je pense, chez qui on a tendance à être un peu plus prudent. Oui, tous les adultes âgés de 65 ans et plus ou avec certaines comorbidités cardiaques, on peut penser à la fibrillation auriculaire, aux maladies
coronarienne athérosclérotique, généralement, les lignes directrices vont recommander de débuter à des plus petites doses pour ces patients-là. On parle de 12,5, 25, 50 microgrammes une fois par jour. Là, ça dépend selon le guide de pratique qu'on consulte. On propose une titration plus prudente chez ces patients-là car on craint qu'un excès d'hormones thyroïdiennes puisse précipiter des complications cardiaques comme des arythmies ou de l'ischémie au niveau du myocarde. Puis là, j'ai essayé un peu de trouver si on avait de la science là-dessus, mais ça semble surtout basé en fait sur un rationnel physiologique puis sur des études observationnelles. Là. Il n'y a pas de bonnes études randomisées ici là-dessus. Tu m'étonnes. Voilà. Mais bon, tu sais, ça mérite quand même une certaine prudence chez ces populations-là, clairement. Fait. Puis sinon, je pense que tu as refait un petit tour relis complet là, de tout ce qui a trait l'administration, la posologie de la lévothyroxine. Oui, parce qu'évidemment, chez la majorité de nos patients, on va le donner une fois par jour. C'est tel que tel, là, mais on a certains patients chez qui parfois on peut avoir des enjeux d'adhésion. Puis là, j'ai découvert en préparant l'épisode qu'en fait, on peut administrer la lévothyroxine une fois par semaine ou 2 fois par semaine, vu que son temps de demi-vie est quand même assez long. Là. Nico t'en parlait tantôt. Là. On parle d'un temps de demi-vie pour la lévothyroxine de 7 jours. Puis j'ai trouvé même une méta-analyse qui incluait 3 petites études randomisées contrôlées qui comparaient justement la prise hebdomadaire de lévothyroxine contre une prise quotidienne. Puis ça semblait quand même fonctionner. Là. Les TSH étaient légèrement plus élevés avec une prise hebdomadaire contre une prise quotidienne, mais on restait quand même dans les cibles, même avec une prise 1 ou 2 fois par semaine. Donc ça peut être utile pour certains patients. Ouais, je reste toujours perplexe. Il y a quand même plein de domaines où on a ces idées-là, puis on dirait, je sais pas, j'avoue que je prends pas beaucoup de médicaments dans la vie de tous les jours, mais on dirait que mon observance serait probablement moins bonne si j'avais une prise à toutes les 2, 3 ou 3 fois semaine, ou je sais pas trop, versus une prise à tous les jours. Je suis pas sûr que c'est universel comme concept, que tu vas plus prendre tes pilules si c'est une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 par semaine. On dirait que ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis là, c'est plus le fait de pouvoir dire à un patient, ben, si vous l'oubliez, si vous vous rendez compte que vous l'avez pas pris, puis tout ça, clairement, il n'y a pas d'enjeu à prendre la dose que vous avez omis. Là. Clairement. Mais tu sais, pour la prise une fois par semaine, ça peut quand même être intéressant. Mettons, on a certains patients qui l'oublient beaucoup. Ben, à ce moment-là, tu sais, s'ils le prennent une fois par semaine le lundi, puis ils l'oublient, ben, ils peuvent le prendre une fois par semaine le mercredi à la place. Puis tu sais, je dis pas que c'est une solution parfaite, là, mais il y a certains patients que ça pourrait aider un petit peu, là. Ouais, idéalement avec leur vitamine D, là. Ben, évidemment. Ça va ensemble, tout ça, là. Mais tu sais, moi, ça m'amène une question parce que, tu sais, en clinique, on voit souvent, on voit parfois des patients qui ont une alternance de doses. Tu sais, un jour sur 2, une dose, un jour sur 2, une autre dose. Ou à la limite, 5 jours de semaine, une dose, puis là, la fin de semaine, une autre dose. Mais là, c'est-tu du folklore, tout ça? Tu sais, dans le sens que si on est capable de le donner une fois par semaine, c'est quoi l'utilité finalement d'alterner une dose? Bien, souvent, quand on alterne les doses, c'est parce qu'on a, on a de la difficulté à mettre la dose, une même dose à chaque jour, là, dans le sens qu'on veut faire des petits ajustements de dose qui seraient difficiles à accomplir avec une dose une fois par jour, identique chaque jour. Je dis pas que, ben, tu sais, généralement, on peut quand même essayer d'éviter les journées alternées, là, juste pour des enjeux de simplification pour les patients. Là. Mais je pense que tu amènes un point intéressant, Amé, sur le fait que ça rejoint tout ce qu'on a dit avant, là, sur la variabilité du bilan biochimique puis tout ça. Il y a probablement des gens là-dedans qui se ramassent à 2 jours par semaine telle dose, puis 5 jours par semaine telle dose, sur la base de valeurs de TSH qui ont bougé, puis qui ont peut-être pas vraiment bougé au final. Puis là, je généralise, là, il y a peut-être des patients pour qui vraiment il y avait de quoi de significativement pertinent, mais on peut penser qu'il y a probablement de l'ajustement de trop qui est fait, là. Mm-hmm. Puis qu'on peut probablement, pour certains de ces patients-là, garder ça plus simple. OK. Sinon, on recommande généralement de prendre la lévothyroxine à jeun, 30 à 60 minutes avant le déjeuner. On pourrait aussi la recommander au coucher. Hein. Je pense qu'on l'oublie de temps en temps. Là. Il y a des guides de pratique qui recommandent aussi de la prendre 2 à 3 heures après l'ingestion de la nourriture. L'enjeu, le pourquoi du comment là, avec la nourriture, c'est que la nourriture contient généralement des ions comme le calcium ou le fer, là, du moins beaucoup des aliments qu'on consomme. Donc, ça peut nuire à l'absorption de la lévothyroxine.
Si c'est pas possible de prendre la lévothyroxine à jeun, on recommande généralement de la prendre de façon constante avec de la nourriture. Euh, En termes d'interaction, sinon, il y en a plusieurs. Le calcium, le fer, que je viens de mentionner, les antiacides, le magnésium, la cholestéramine qui interagit avec tout, puis plusieurs autres médicaments. En fait, on recommande généralement d'observer une fenêtre de 4 heures entre la prise de lévothyroxine et l'un de ces médicaments. Donc, tu sais, là, dans les enjeux de variation de TSH que tu nous mentionnais, Nico, on l'a pas dit, là, mais les interactions, il y en a plusieurs. Donc, quand on a une TSH qui est anormale pour notre patient, il faudrait toujours se demander est-ce qu'il y a une nouvelle interaction qui pourrait venir l'expliquer. Ça arrive quand même assez souvent. Ouais, puis tu sais, là, tu mets l'emphase sur les interactions d'absorption, je vais dire. Mais tu sais, il y a d'autres affaires aussi, là. Bon, tantôt, notamment, Amé, tu parlais de certains anticonvulsivants pour des maladies, mais il y a certains anticonvulsivants qui vont interagir aussi sur le métabolisme de ces affaires-là. Les estrogènes oraux, les opioïdes, les corticos longue durée. Même, ça sort souvent dans des listes, là, puis je sais pas, on dirait que je sais jamais exactement où la placer dans le processus. La sertraline. Puis là, des fois, des listes incluent peut-être d'autres ISRS ou antidépresseurs tricycliques, mais il semble avoir de quoi de plus niché avec la sertraline particulièrement, que je peux pas parfaitement vous expliquer, certainement. Mais bref, toutes ces médications-là, ben, à garder en tête, je suis pas certain qu'on a une science qui justifie d'emblée de se remettre à contrôler des TSH là, chez un patient stabilisé à qui on débute ou modifie ces traitements-là. Mais s'il y a une présentation clinique XYZ qui laisse croire qu'on a un mauvais contrôle de la maladie hypothyroïdienne, ben, puis qu'on a un résultat qui a changé, peut-être s'explique-t-il par la prise d'une de ces substances. Oui, tout à fait. Donc, beaucoup d'interactions. En termes d'effets indésirables, sinon, techniquement, ben, il y en a en théorie aucun si la dose est appropriée. Si on donne trop de lévothyroxine, par contre, on peut induire une hyperthyroïdie. Donc là, on pourrait voir une perte pondérale, une tachycardie, de l'anxiété, des tremblements, des diarrhées, de l'insomnie, puis plein d'autres symptômes. On a très peu de recul, d'études de bonne qualité sur les risques d'une TSH supprimée, mais il y a quand même des études observationnelles qui rapportent une augmentation du risque d'événements cardiovasculaires, de fibrillation auriculaire, de fractures. Quand on supprime complètement la TSH, évidemment, c'est des données qui comportent quand même beaucoup de limites, là, mais on n'a généralement pas de bénéfice à viser une TSH très, très basse, sauf dans des contextes bien précis. Donc, en général, on essaie d'éviter une suppression de la TSH avec nos traitements. Ça me semble, encore une fois, bon, c'est pas basé sur de l'étude de qualité, mais ça me semble faire du sens. C'est ça. C'est dans le domaine du très raisonnable et le gros bon sens. Sinon, en termes de suivi, on l'a un peu abordé, là, mais on propose généralement de contrôler la TSH quelque part 4 à 8 semaines après l'initiation de la lévothyroxine. Le rationnel, c'est que le temps de demi-vie est d'environ 7 jours. Donc, ça prend un bon 5-6 semaines avant d'atteindre l'état d'équilibre plasmatique. Amé, tu nous le disais tantôt, là, il n'y a généralement pas de rationnel de mesurer la T4 ou la T3 directement pour le suivi de l'hypothyroïdie primaire. Là. Donc, à moins que le patient ait une hypothyroïdie secondaire à des problèmes au niveau de l'hypothalamus, l'hypophyse, on peut juste suivre la TSH pour l'ajustement de notre lévothyroxine. Si au contrôle, on constate une TSH dans les cibles, la majorité des guides de pratique vont proposer de simplement recontrôler la TSH sur une base annuelle, mais honnêtement, on n'a pas de très, très, très bonne science là-dessus. Là. On peut faire des dosages, évidemment, plus tôt ou plus tard si on a des suspicions d'enjeux. Ouais, encore une fois, on s'entend, là, on travaille sur une absence à peu près complète de science. Ben, c'est ça. Exact, exact. Sinon, il y a quand même, des situations de là, des signes et symptômes cliniques qui pourraient nous amener à vouloir contrôler une TSH plus rapidement chez un patient sous traitement. Le classique, là, c'est le patient qui perd ou qui gagne beaucoup de poids. On l'a dit tantôt sur la dose, il y a une corrélation entre le poids et la dose nécessaire de lévothyroxine. Fait que, on peut penser à nos patients là, en ce moment qui prennent certains médicaments puis qui perdent parfois des quantités de poids quand même assez impressionnantes. Ben, probablement pas oublier d'aller checker des TSH s'ils sont sous traitement parce qu'il y aura peut-être des réajustements à faire. Là. Tout à fait. Intéressant. OK, y avait-il d'autres choses, Oli, qu'on voulait dire sinon par rapport au côté plus technique là, de la lévothyroxine?
Je pense que ça fait pas mal le tour des points importants. Excellent. Pour les autres produits, là, j'ai pas une tonne d'affaires bien utiles à dire. Hein. Fait qu'on a quoi comme produit? On a de la T3, la lyotyronine. Bon, moi j'ai pas vraiment connu ça. Là. J'imagine que donc vous non plus. Il y a eu une époque où on recommandait la T3 dans certaines pathologies spécifiques, comme par exemple le trouble dépressif comme traitement adjuvant. Pas très 2026 là, comme traitement adjuvant du trouble dépressif, soyons clairs. Mais bon, il existe des données. Fait qu'il y a des niches comme ça, mais pour la gestion purement de l'hypothyroïdie sous traitement, j'ai pas trouvé aucune science qui suggérait un rôle précis de la T3. Clairement pas en monothérapie. La logique pourrait nous laisser penser que de combiner de la T4 et de la T3 chez certains patients pour recréer, je sais pas, là, moi, un ratio plus naturel de ces affaires-là dans le corps, je peux pas vous dire. Il y a quand même de la science, puis de la science peu concluante sur l'utilisation du produit combiné. Là. Donc, il y a le thyroïde, hein, qui porte bien son nom quand même, qui est une combinaison d'emblée de T4 et de T3 dans un ratio 4:1. Il y a quelques études randomisées contrôlées qui ont essayé de voir si ça avait des avantages quelconques par rapport à de la T4 seule. Puis au final, ça semble pas rien changer. Là. Mais on s'entend, une science, encore une fois, très pauvre. Fait que non, les autres produits, visiblement, il y a un rôle très limité. On parle de patients nichés. Fait que, je pense que le cas typique, là, c'est un patient qui est sous lévothyroxine, pour qui on réussit à atteindre des valeurs biochimiques probablement raisonnables, mais pour qui il y a certains symptômes qui ont l'air de persister, puis on se dit, peut-être que si on vient changer le ratio T4, T3 en utilisant un ou l'autre des autres produits, on pourrait aider le patient, mais tout ça semble relever un petit peu plus de la sorcellerie que de la science, malheureusement. Fait que je pense qu'on va s'arrêter pour tout de suite pour notre premier épisode hypothyroïdie. Quand même. Ça fait déjà pas mal. Fait que dans le prochain deuxième épisode, on pourra aborder peut-être les populations particulières, fait que l'hypothyroïdie subclinique, la grossesse, puis ce genre d'affaires-là. Parfait. Fait qu'on dirait que si on fait un résumé de l'épisode, ça me laisse vraiment sur ma faim, là. Bon, il y a de la partie évaluation, Ami, je pense qu'il était quand même assez clair, assez complète, suivable. Fait que ça va. Mais la partie traitement, vraiment, malheureusement, on se rend compte vite que tout ça est très historique, basé sur beaucoup de choses qui semblent raisonnables, mais malheureusement sur peu de sciences très claires. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec la science qu'on a. Fait qu'en terminant, un petit message habituel, si vous avez des questions, des plaintes, des critiques, des commentaires, vous communiquez avec Olivier. Non, on se reparle de thyroïde la prochaine fois. Ciao, ciao! Salut! Bye là! L'information contenue dans cette balado-diffusion est à titre indicatif seulement et ne remplace en rien l'avis ou le jugement d'un professionnel.